Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le dernier chapitre d'histoire qui s'intitule L'idée d'Europe au XXe siècle. Donc, la problématique de ce chapitre d'histoire pour la terminale donc, est la suivante. Comment l'idée d'Europe évolue-t-elle entre intérêts nationaux et supranationalité au XXe siècle? C'est ce que nous allons expliquer durant ce chapitre. 1. Des intentions aux premières réalisations. A. 1919-1945, la conception. L'Europe de la paix, évoquée par Victor Hugo à la fin du XIXe siècle, ouverte à la circulation des hommes et des biens, s'ancre dans les esprits avant 1914. L'horreur vécue lors du premier conflit mondial décide définitivement les puissances européennes à se rapprocher dans le cadre de la Société des Nations en 1919. Des hommes engagés dans cette dynamique pacifique s'efforcent d'unir les États pour garder l'homogénéité culturelle européenne et l'hégémonie du continent sur le monde. Dès 1923, Richard de Coudenhove-Kaleri, fondateur du mouvement pan-européen, envisage une union douanière et l'élaboration d'une coopération entre États selon un modèle fédéral. En 1929, Aristide Briand prononce lors de l'Assemblée générale de la SDN à Genève un discours en faveur d'un lien fédéral entre les pays européens, mais la crise de 1929 et le développement du nationalisme en Europe ruinent les espoirs d'union. B. 1945-1969, la réalisation. Plus que jamais, l'idée d'une Europe unie, garante de la paix, est d'actualité à la libération. Dès 1946, deux tendances s'affrontent. L'une intergouvernementale ou unioniste, pour une confédération laissant une large autonomie des décisions aux États membres. L'autre, fédéraliste, pour une fédération détenant un vrai pouvoir de décision, la supranationalité. De même, deux méthodes de construction sont envisagées. La voie politique visant à une intégration directe et la voie économique proposant une intégration sectorielle et progressive. Franco-britannique dans un premier temps et atlantiste. Création du Conseil de l'Europe en 1949 avec l'aide américaine du plan Marshall. La construction aboutit finalement au plan Schuman en 1950, fondé sur une coopération économique. Il crée la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Organisme créé par le plan Schuman afin de mettre en commun les productions du charbon et de l'acier au sein d'une structure supranationale. En 1951, organisé autour d'une haute autorité, ancrée à l'ouest, la constitution européenne est menée par le couple franco-allemand à la suite de l'exclusion du Royaume-Uni qui refuse la supranationalité. Le projet de la CED, Communauté européenne de défense, qui prévoit la création d'une armée commune intégrant des continents allemands, est rejeté par le Parlement français en août 1954. La construction européenne semble alors bloquée. Jean Monnet redonne l'impulsion nécessaire à la poursuite de la construction avec le traité de Rome en 1957, création de la CEE, Communauté économique européenne, marché commun économique instaurant une union douanière, et la CEEA, ou Euratom, Communauté européenne de l'énergie atomique. C'est un organisme européen institué pour développer la coopération dans le domaine de l'énergie. Cependant, même si l'Europe économique est en marche, l'intégration politique est en panne. Le général de Gaulle s'oppose à deux reprises, en 1963 et en 1967, à l'intégration de la Grande-Bretagne et à la poursuite de la construction européenne. À la différence de la CECA, la CEE n'est pas supranationale. Les décisions doivent être prises à l'unanimité, ce qui donne à chaque pays le droit de veto. La Commission de Bruxelles, dont les membres sont nommés par le gouvernement, prépare le travail du Conseil des ministres de la CEE et veille à l'application des décisions. Le Parlement européen, formé de députés nationaux,
délégué à Strasbourg, n'a qu'un rôle consultatif. 2. Entre élargissement et résistance. A. 1970-1990, la consolidation et l'élargissement. Le départ du général de Gaulle et le changement de gouvernement en Allemagne fédérale ouvrent une nouvelle ère. Le principe d'une union politique est à nouveau évoqué. L'élargissement se réalise selon une idée fonctionnaliste. 6 pays intègrent la CEE entre 1973 et 1986, imposant le renforcement de l'intégration pour permettre une meilleure gouvernance. L'Europe des 12, créée en 1974, le Conseil européen chargé de donner une impulsion à la poursuite de la construction. Une politique extérieure commune voit le jour avec la coopération politique européenne, CPE, en 1970. Avec la crise économique, l'Europe doit maîtriser les désordres monétaires et jette la base d'une future monnaie commune, SME, Système monétaire européen, assurant un taux de change stable entre les pays membres de la CEE. L'élection du Parlement européen au suffrage universel et la constitution des citoyens par référendum, traité de Maastricht en 1992, renforcent l'aspect démocratique. L'acte unique européen 1986 et le traité de Maastricht accompagnent l'entrée de nouveaux pays. B. Quelle Europe pour demain? La chute du bloc de l'Est, la volonté d'encadrer sa démocratisation et sa libération rendent nécessaire l'approfondissement de l'intégration politique soutenue par le couple Kohl-Mitterrand. Le traité de Maastricht substitue l'Union européenne à la CEE et réalise le projet d'union économique et monétaire prévoyant à terme l'adoption de l'euro. Ainsi naît une coopération économique et monétaire, policière et judiciaire, dans un esprit plus social et démocratique. Parallèlement, l'euroscepticisme progresse. La Grande-Bretagne applique partiellement le traité de Maastricht. Le Danemark la rejette dans un premier temps. La France ne l'adopte qu'à une faible majorité. Le projet de constitution européenne ne fait pas l'unanimité. On reproche à l'Europe de vouloir se substituer aux pouvoirs nationaux, d'être bureaucratique et autoritaire, faisant une part plus large aux citoyens. Un compromis voit le jour avec le traité de Lisbonne en 2007, entré en vigueur en décembre 2009. Il renforce les domaines où les décisions sont prises à la majorité et confirme le pouvoir du Parlement. Il crée le président du Conseil européen nommé pour 2 ans et demi. Il précise enfin les domaines où les décisions relèvent de la seule compétence de l'Union, ceux où l'Union et les États sont associés et ceux où les compétences nationales sont prioritaires. Cependant, la forme politique que doivent prendre les institutions européennes, fédérations ou confédérations, n'est pas définitivement fixée. Pour conclure, la conscience d'une euro-citoyenneté prend corps progressivement dans les dispositifs éducatifs et culturels, Erasmus, ainsi que dans les valeurs de droit, la liberté et d'égalité défendues par l'Union européenne dans une double objectif de paix et de développement. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce chapitre. Les mots importants, donc, ce sont fédéralisme, partisan d'une instance supranationale, une fédération décidant pour les États membres, Jean Monnet, et supranationalité, caractère d'une autorité européenne fédérale qui dépasse la souveraineté nationale et qui affirme la priorité du droit communautaire. Donc de toute façon, vous aurez tout en détail ce chapitre. C'était Anonyme 38, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve avec mon téléphone d'ailleurs parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. Et je m'en excuse d'ailleurs, c'était Anonyme 38 et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. A plus, bonne journée à tous.